Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le lundi 4 mai 2020 et nous commençons une 8e semaine de confinement. Bienvenue dans À l'air libre. Salut Mathieu, comment vas-tu? Quel est ton programme? Bonjour, ça va, merci Valentine. Dans la deuxième partie d'Alert Libre, nous parlerons des médicaments. La crise sanitaire a révélé de gros problèmes de pénurie. Alors, la 7e puissance mondiale, incapable d'assurer son indépendance sanitaire, le poids de l'industrie pharmaceutique, la course mondiale aussi pour élaborer un vaccin, on en parlera avec nos invités, les cofondateurs de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. À tout à l'heure Mathieu. Dans la première partie, on revient sur l'enquête journalistique de Mediapart sur Bure et la gigantesque enquête judiciaire contre des militants anti-nucléaires, des libertés publiques mises à mal, de quoi faire écho à la situation que nous vivons sous Covid-19. Nous irons ensuite en Allemagne, qui fait venir en catastrophe des travailleurs saisonniers roumains pour ramasser des asperges, en dépit de la situation sanitaire et en dépit de leur protection. La Minute Détente est une fois de plus musicale et on en est ravis d'accueillir la chanteuse PR2B dans À l'air libre. Et on finira avec un nouveau mash-up de Grégoire Léman. Je vous rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire: alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, covid@mediapart.fr pour vos documents et infos d'intérêt général. À l'air libre numéro 34, c'est parti. On fait un pas de côté dans À l'air libre ce lundi pour parler d'un sujet qui, sur le papier, n'a rien à voir avec le Covid-19. Et pourtant, comme pour le Covid-19 et sa gestion, il est aussi question de liberté publique, les libertés de militants antinucléaires visés depuis 2 ans et demi par une gigantesque enquête judiciaire. Des militants antinucléaires qui s'opposent à un projet de centre d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, dans le département de la Meuse, un chantier ultra sensible, essentiel pour la filière nucléaire. Aujourd'hui, ces militants sont au cœur d'une gigantesque instruction hors norme face aux faits reprochés qui pose la question suivante: les moyens sont-ils proportionnés ou bien cette enquête est-elle l'occasion de criminaliser les mouvements politiques écologistes? Alors pour en parler dans À l'air libre, nous recevons Dylan, Joël et Angèle, 3 des militants visés par cette instruction, ainsi que l'avocat Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, qui a dénoncé le harcèlement de ces militants. Mais avant ça, on revient sur les faits avec Jade Lingard. Bonjour Jade, tu es journaliste à Mediapart, spécialiste des sujets liés à l'environnement. Et avec Marie Barbier du site Reporter, tu signes cette enquête journalistique en 3 volets, plus un parti pris. Si tu devais résumer l'affaire Bure à un enfant ou une enfant de 5 ans, parce que c'est compliqué, voir ça, à voir, tu dirais quoi? Alors, je dirais que Bure se trouve à côté de là où doivent être enfouis les déchets nucléaires les plus dangereux du système nucléaire français. Donc, c'est un enjeu très important et que c'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années maintenant, un mouvement militant sur place s'est développé pour s'opposer à ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Et ce qui s'est passé, c'est que en juillet 2017, dans le cadre de semaines de mobilisation, se sont produits toute une série de délits. Alors, il y a eu des dégradations commises dans un hôtel-restaurant, il y a eu la tenue d'une manifestation alors qu'elle avait été interdite. Quelques mois plus tôt, il y avait eu d'autres dommages matériels causés à un bâtiment lié à ce projet d'enfouissement. Et tous ces délits mis ensemble ont provoqué l'ouverture d'une information judiciaire, donc d'une instruction, c'est-à-dire qu'il y a un juge d'instruction qui, depuis presque 3 ans, enquête pour élucider les délits qui ont été commis. Ça, c'est très clair. Ce qui paraît assez fou, et c'est ce que révèle ton enquête et les calculs que vous avez fait avec Marie Barbier, c'est que la justice a dépensé énormément d'argent, plus d'1 million d'euros, et déployé une quantité gigantesque de moyens techniques de surveillance. On parle de 16 années, pas d'heures, pas de jours, pas de mois, 16 années de temps cumulé d'écoute, c'est-à-dire qu'on a écouté pendant l'équivalent de 16 années des militants et des habitants de Bure. En fait, c'est la plus grande surprise que nous avons eue en faisant cette enquête, c'est-à-dire que nous avons enquêté sur l'enquête. Pour expliquer à celles et ceux qui nous regardent, c'est-à-dire qu'en fait, très concrètement, nous avons eu accès au dossier d'instruction. L'instruction est encore en cours aujourd'hui, et c'est grâce à ce dossier d'instruction que nous avons pu réaliser toute une série de calculs et ainsi présenter ces chiffres. Donc, 16 années cumulées d'écoute, 85 000 messages interceptés par les gendarmes, plus d'1 millier de messages oraux ou écrits
échangés entre des personnes qui ont été retranscrits dans le dossier d'instruction par les gendarmes. 29 personnes et lieux ont été placés sur écoute. Des militants ont été placés sur écoute. Leur téléphone a été placé sur écoute de façon constante pendant presque un an. D'autres pendant plusieurs mois et avec des sessions qui sont renouvelées. Donc là, ce qui est extrêmement impressionnant avec ces chiffres, c'est qu'on prend la mesure d'un dispositif de surveillance de masse, vraiment massif, tentaculaire, qui a été déployé à l'encontre de militants qui, bon, pour certains, sont aujourd'hui mis en examen dans le cadre de cette instruction. Il y a 10 personnes qui sont mises en examen, plus une sous le statut de témoin assisté. Mais en fait, il y a des centaines de personnes et même des milliers de personnes qui apparaissent d'une façon ou d'une autre dans ce dossier par leur numéro de téléphone ou leur identifiant téléphonique qui ont été captés, enregistrés par les gendarmes dans le cours de leur instruction. Donc, tu dirais que ce n'est pas simplement une enquête pour savoir qui a dégradé tel et tel bâtiment, mais c'est une enquête qui est un fichage déguisé de militants? En fait, mon fichage, on n'a pas vu de fichier en tant que tel. En revanche, il y a une gigantesque base de données. Une base de données informelle dont on ne comprend pas en fait très bien le propos et le sens, si ce n'est qu'on voit que dans le cours de l'enquête, les gendarmes partagent certaines informations de leur instruction judiciaire BUR avec d'autres gendarmes qui enquêtent sur d'autres faits. Par exemple, les gendarmes allemands qui continuent d'enquêter aujourd'hui sur les dégradations commises à Hambourg lors du G20 de 2017, qui avait été assez chaud, si vous vous souvenez, avec d'autres enquêtes de gendarmes sur d'autres associations de malfaiteurs qui, par exemple, des attaques contre des antennes relais téléphoniques ou un commissariat. Donc, on voit qu'on a cette énorme base de données et c'est vrai qu'il y a une dimension qui est très caractéristique des associations de malfaiteurs qui est un intitulé, un objet d'instruction qui a toujours été utilisé contre des mouvements politiques et qui est extrêmement pernicieux, si vous voulez, parce qu'il permet, en fait, il ne pose aucune limite à l'enquête. Et dans une association de malfaiteurs, ce que l'instruction recherche, c'est les relations entre les gens. Et donc, c'est un peu il y a un peu un enchaînement, un peu comme un jeu de domino qui est les uns tombés derrière les autres, c'est-à-dire que le juge d'instruction et les gendarmes, à la recherche des relations entre les uns et les autres, pistant en fait ces relations, accumulent les numéros de téléphone, les identifiants Internet, en utilisant plein de moyens, y compris des moyens normalement dévolus à l'antiterrorisme, et ainsi arrivent à une sorte de cartographie, si vous voulez, très informelle, encore une fois, mais avec donc des milliers de coordonnées de personnes. Et cette enquête, elle dure depuis 2 ans et demi, cette enquête judiciaire. Qu'est-ce qui manque pour la clôturer et soit renvoyer des gens devant le tribunal, soit dire que finalement, ces gens n'ont rien fait de mal? Alors, c'est important de préciser ça parce qu'effectivement, il est tout à fait possible que le procès n'ait pas lieu et il est possible aussi qu'une partie des dossiers ne soit pas renvoyée devant le juge correctionnel. Donc, qu'est-ce qui manque? En fait, le procureur de la République de Bar-le-Duc dit qu'il manque encore quelques mois. Nous, de ce qu'on a pu voir du dossier d'instruction, très, très clairement, il y a les zones d'ombre, en fait, restent très importantes sur les faits véritablement recherchés. C'est ce que je veux dire, c'est que dans le dossier d'instruction, donc il y a énormément de données sur plein de gens. Il y a beaucoup de renseignements sur comment fonctionne le mouvement politique des antinucléaires de BUR. Par contre, le déroulé des faits et surtout qui a commis les délits qui sont visés par l'instruction, ça n'apparaît toujours pas dans le dossier d'instruction. Donc ça va être évidemment un élément capital d'évaluation pour savoir si ce dossier est transmis pour un procès ou pas. Et ce, malgré les moyens colossaux déployés que toi et Marie Barbier décortiquez dans les multiples volets de vos enquêtes que j'invite nos chers auditeurs et auditrices à lire. Merci Jade, et j'accueille à présent celles et ceux qui sont au cœur de cette enquête. Joël, bonjour. Bonjour. Vous êtes militant antinucléaire, mis en examen notamment pour association de malfaiteurs et sous contrôle judiciaire. Angèle, bonjour. Vous êtes militante antinucléaire, mise en examen notamment pour association de malfaiteurs et sous contrôle judiciaire. Dylan, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas mise en examen, vous n'êtes pas sous contrôle judiciaire, vous avez vécu et milité à Bure. Angèle et Joël, on vous reproche d'avoir participé à l'organisation de dégradation de l'hôtel-restaurant Le Bain d'Oeil et d'avoir organisé une manifestation interdite. Comme vous êtes sous contrôle judiciaire, vous n'avez pas le droit d'être en contact, ni entre vous, ni avec Dylan. C'est donc
individuellement, et je le précise très formellement, que Mediapart a pris contact avec vous. Aujourd'hui, vos visages apparaissent à l'écran simultanément. C'est symbolique, car vous ne vous répondrez pas, vous ne vous passerez pas de message, vous ne rebondirez pas sur ce que dit l'un ou l'autre, car vous n'en avez pas le droit. Mais quand même, pour commencer, cette question à chacun, si vous pouviez vous rencontrer, vous feriez quoi? Après tout, c'est une question qu'on se pose tous à cause de ce confinement ponctuel que vous vivez de façon permanente depuis 2 ans. Joël, vous commencez. Ça dépend, avec chaque personne individuellement autre chose, mais avec Dylan, un jeu de société, avec Angèle, on discuterait très longtemps, j'imagine. Angèle, vous feriez quoi, vous? Eh bien, je pense qu'en premier, là, maintenant, ce serait déjà des câlins. Parce que le contact physique, ça manque. De ne pas entendre la voix, de ne pas voir le visage. Ça, c'est très dur. Et donc, la première chose que je ferais, je pense, ce serait vraiment de les prendre dans mes bras. Et puis, je pense qu'ensuite, on reprendrait notre routine de militants et on ferait des réunions ensemble pour organiser la lutte contre CIGEO. Parce que c'est quand même là où on se retrouve le plus. Et pas forcément pour faire ce dont on nous reproche, mais plutôt pour faire des belles choses ensemble, des festivals, des manifestations, des conférences. Voilà. Beau programme. Dylan, vous feriez quoi, vous, avec vos camarades, si vous pouviez les voir? Ouais, écoutez, derrière les mots de l'association de malfaiteurs, c'est 10 relations très différentes, donc je pense qu'il y a plein de réponses à cette question. Je pense que la première chose, ça serait de se prendre dans les bras, d'organiser une boum, et puis de parler pendant longtemps. Je pense qu'on aurait des choses à se dire. Alors concrètement, ça implique quoi dans vos vies, ce contrôle judiciaire? Joël, pour commencer. Parce que ça implique de faire attention tout le temps où on va et de s'assurer, sans avoir le droit de rentrer avec les gens en contact, que les gens avec lesquels on n'a pas le droit de rentrer en contact n'y sont pas. Du coup, ça demande une attention constante dans les lieux publics, de savoir où se trouvent les autres personnes et s'il y a d'autres personnes, d'éviter de trop se rapprocher d'elles. Donc ça, c'est des dimensions qui sont surnaturelles pour nous et que nous sommes seuls à vivre au milieu d'une foule. Par ailleurs, ça implique de ne pas pouvoir aller dans plein d'endroits du territoire où on vit. Et quand on vit dans un territoire de 200 000 habitants, ça interdit beaucoup de lieux, en fait. Effectivement. Angèle, concrètement, ça fait quoi dans votre vie, ce contrôle judiciaire et cette épée de Damoclès? Ça a tout bousculé d'un seul coup. C'est un petit peu pareil que quand on a appris qu'on était confiné, où tout doit être reconfiguré dans notre vie d'un seul coup. C'est-à-dire que les réunions qu'on faisait ensemble, où effectivement, on ne se posait pas la question si on allait à un repas chez un ami, savoir si une des 10 autres personnes était présente. Donc c'est vraiment, ça complexifie en fait en permanence notre vie, comme les gens qui sont confinés en ce moment le vivent en fait. Alors nous, ça fait 2 ans qu'on le vit et on peut même pas passer un coup de fil, ça concrètement. Puis concrètement aussi, le contrôle judiciaire à titre plus personnel, ça veut dire aussi que tous les projets qu'on met en œuvre, et bien en fait on se dit que peut-être on va pas pouvoir les faire jusqu'au bout parce qu'on va être bloqué par un procès, donc on l'issue en plus. Mais effectivement, le terme épée Damoclès est approprié. Est-ce que vous contestez l'existence même de cette enquête de justice ou bien vous contestez son ampleur? Joël. Est-ce qu'on conteste contester l'enquête et son ampleur, ça va de pair, hein. Étant donné le contexte dans lequel elle s'effectue, tout est scandaleux dedans. Nous, en vivant ici, en ayant vécu toutes ces filatures, ces surveillances de nos domiciles, le fichage systématique de toutes les personnes qui luttaient contre, ou bien qui rendent visite aux gens qui luttent contre CIGEO, qui sont d'office suspects. Après avoir vu tout ça, tout est scandaleux. Donc, aucune enquête ici ne pourra être acceptable, quelles que soient les raisons qui l'ont motivée, puisque tout ce qui est mis en œuvre autour est éminemment politique et échappe totalement à une rationalité. Dylan, vous avez passé du temps en garde à vue. Rien, absolument rien à ce stade ne vous est reproché. Je l'ai dit, vous n'êtes pas mis en examen. Mais on a quand même voulu prendre votre ADN. Oui, effectivement, et pas seulement d'ailleurs. Enfin, c'est pour ça que mon cas, tout en étant périphérique dans cette enquête, c'est révélateur de la façon dont elle procède.
Donc effectivement, moi, en juin 2018, j'ai été 2 jours en garde à vue. J'ai été perquisitionné 2 fois à mon domicile. Je me suis retrouvé 2 fois nu devant les gendarmes pour qu'on prenne l'ADN sur mes sous-vêtements. Donc là, je vous épargne les blagues sur « on a trouvé 2 ADN sur votre caleçon », ça c'est un classique gendarmesque. Et effectivement, au bout du compte, je ressors absolument sans suite, mais tout en étant présent dans les contrôles judiciaires des personnes mises en examen. Donc avec un contrôle judiciaire par procuration depuis 2 ans. Oui, par ricochet, vous êtes vous aussi d'une certaine manière sous contrôle judiciaire en fait. En fait, c'est un contrôle judiciaire pour 2, quoi, si je puis dire. Joël, ça fait un moment que vous êtes dans le collimateur de la police depuis la COP en 2015. Vous avez été interdit de manif, vous avez été assigné à résidence. Ça fait long quand même tout ça. Oui, ça fait long. C'est un peu ce qu'on appelle une carrière judiciaire, c'est que on devient de plus en plus suspect. L'engagement devient suspect en lui-même, en fait, avec les années. Et oui, c'est très lourd à porter. Je suis assigné à résistance depuis des années, en vérité. C'est que ma vie ne peut plus être vraiment normale, en fait. À un moment, on tape mon nom sur un moteur de recherche et voilà. Vous avez fait un joli lapsus, vous avez dit assigné à résistance. J'ai l'impression que ça, effectivement, ça caractérise vos motivations. Pour vous, tout ce qui vous arrive est totalement injustifié. La question de justifier ou pas justifier, nous on lutte en fait. Est-ce que c'est justifié ou pas justifié? C'est toujours l'histoire finit après coup par dire si c'était justifié ou si ça ne l'est pas. Et tant qu'on est dedans, on se demande tous les jours si ce qu'on fait est justifié ou n'est pas justifié. En fait, nous, c'est pas comme si on se posait pas la question des choix qu'on fait. Tous les jours, on continue de faire des choix et mes choix depuis des années sont lourds de conséquences, mais je continue de les faire parce que je pense que ce que je fais est juste, en fait. Sinon, je ne le ferais pas. En un mot, comment vous décririez votre combat, Angèle? Déterminé, ne pas lâcher. Mais c'est vrai que ça c'est compliqué. Pour autant, même si ça c'est compliqué, tout ce qu'on vient de dire, le poids, il n'y a aucun de nous, à ma connaissance, qui a lâché. En tout cas, moi, j'ai continué à lutter, alors autrement, bien sûr, en me réadaptant, en calculant beaucoup plus effectivement mes déplacements et les communications que je peux avoir. Mais c'était hors de question que cette instruction et ce contrôle judiciaire, qui sont quand même comme une peine avant l'heure. Nous, on le vit vraiment, vous l'entendez dans nos propos, mais tout ce qu'on puisse exprimer sur des contrôles judiciaires comme ça, c'est comme une peine avant l'heure. C'est vraiment ça. On n'a pas eu de procès, on n'a pas eu de jugement, pour que tout le monde comprenne bien, c'est vraiment ça. C'est qu'on n'a pas de procès, mais pas de jugement, mais voilà, on est déjà puni de ne plus pouvoir se voir. Mais pour autant, en tout cas, moi, j'ai vraiment décidé de continuer à lutter contre ce projet, de ne pas me taire. Donc, je reste debout, éveillée, et je continue à participer à des réunions avec les personnes avec lesquelles j'ai le droit de me réunir. Je suis au réseau Sortir du nucléaire. Je suis sympathisante aussi de l'autre réseau qui s'appelle Arrêt du nucléaire. Enfin, voilà, je continue, notamment d'un point de vue juridique, par exemple. Dylan, vous, comment vous le décririez, ce combat? Je rappelle qu'on parle d'un centre d'enfouissement des déchets nucléaires dans la campagne meusienne. Des combats, de toute façon, il y en a énormément. Je pense que c'est des combats pour la liberté, ne serait-ce que pour la dignité des personnes qui habitent cette région, qui seraient trouvées sacrifiées. Après, pour la chose qui nous occupe là aussi maintenant, qui est cette instruction, je pense que déjà le premier combat, c'est le combat pour avoir le droit de s'exprimer alors qu'on veut nous faire taire, notamment via ces contrôles judiciaires. Un combat aussi contre la possibilité d'une autocensure perpétuelle, puisqu'on a, avec toujours ça dans la tête, on a toujours peur d'aller à des endroits où on risquerait de croiser des personnes, même éventuellement témoigner sur Mediapart alors qu'on en a le droit. Ça peut faire peur parce qu'on se demande ce qui va nous attendre. Donc déjà, un combat pour ne pas intérioriser cette contrainte, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important, parce que si on intériorise ça, en fait, on a déjà perdu. Vous avez publié à distance toujours, et sans vous contacter, je le précise, une tribune dans le club de Mediapart où vous expliquez cette vie sous confinement, le confinement non pas dû au Covid, mais de votre lutte et de vos amitiés. Est-ce que vous avez un message à transmettre, pourquoi pas à la chancellerie, puisque c'est ce qui est en haut de la pyramide judiciaire, Joël? Un message.
Le message, on le transmet depuis 2 ans. Allez-y, là. Le message, c'est vraiment si ça c'est la réponse à la contestation et ce qu'on a vu dans l'année passée et ce qu'on craint de voir dans les temps à venir, c'est très préoccupant pour les libertés publiques, pour la société qu'on construit, parce que nous, quoi qu'on puisse en dire, on se bat pour construire une autre société. Et si ce qu'on vit devient la norme, c'est extrêmement grave pour l'ensemble des contestations en ce moment, en fait. Et on a l'impression que ça devient la norme, malheureusement. Avec le confinement, on voit beaucoup des choses que nous, on a cru exceptionnelles pour nous, qui commencent à devenir communes pour tout le monde. Ça, c'est extrêmement grave. Justement, sur cette période de confinement, c'est ma dernière question. On le vit, nous, là, tous et toutes, à cause du Covid-19. Vous le vivez à cause de cette enquête judiciaire, ou en tout cas parce qu'il y a cette enquête judiciaire. Quel regard vous portez sur cette loi d'urgence sanitaire sous laquelle nous vivons, qui va être renforcée et prolongée de 2 mois? Angèle? Je pense qu'il faut être très vigilant, en fait, vraiment. J'entends que les gens sont prêts à accepter de télécharger l'application Covid. Avoir une vie sous surveillance et prendre ce risque-là, c'est vraiment dangereux. Il faut protéger nos libertés. Et je pense vraiment que là, avec tout ce qu'on va nous annoncer, on a, nous, servi de laboratoire répressif. Parce que qu'est-ce qui se passera pour les personnes qui ne voudront pas respecter toutes les injonctions qu'on va avoir là? Comment ça se passe? On le voit déjà là, il y a des emprisonnements, on voit déjà même des regards réprobateurs dans la rue, des voisins. Enfin, la société est en train de se transformer. Et nous, parfois, enfin moi en tout cas, on a pu le ressentir aussi quand vous discutez avec quelqu'un que vous êtes, et que vous dites que vous êtes mis en examen, et bien, il y a un regard qui change, il y a un doute qui s'instille. Donc la société comme ça de méfiance de l'autre et d'hyper-contrôle, comme nous, nos vies ont été hyper-contrôlées, surveillées, elles le sont certainement encore, eh bien ça change le rapport tout simplement à la spontanéité et à nos libertés, alors que c'est quand même un des fondements de notre démocratie et en tout cas un des fondements des sociétés humaines. Et c'est un fondement sur lequel on n'est pas du tout prêt à s'asseoir, si je puis dire. Merci à tous les 3. J'aimerais qu'on voit une dernière fois cette image. Joël, Angèle et Dylan au centre du dossier Bure. Et pour parler donc de votre situation et de ce dossier, Maître Henri Leclerc est dans À l'air libre. Il nous a rejoint pour évoquer tout ça. Bonjour Henri Leclerc. Bonjour. Vous êtes avocat, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. C'est à ce titre que vous intervenez, car la Ligue des droits de l'homme a très vite pris position et a dénoncé un harcèlement contre ses militants antinucléaires. En un mot, comment qualifieriez-vous le dossier Bure? Alors, pour qualifier ça de harcèlement, on peut considérer que c'est un dossier judiciaire qui suit des voies qui ne me paraissent pas tout à fait conformes à ce qu'est notre système de droit et les principes fondamentaux tels qu'ils sont définis tant par la loi française que par la Convention européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que c'est l'utilisation, bon, il y a un combat, il y a un problème judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a un combat qui est poursuivi comme ayant eu des pratiques illégales par la justice. Bon, ça, c'est pas la première fois. Le seul problème dans cette affaire, c'est la complexité, la durée de l'enquête, le harcèlement, la mise en cause d'un avocat dans des conditions tout à fait anormales, tout ça, c'est la conduite de l'affaire qui me paraît anormale. Effectivement, un avocat de plusieurs de ces militants a été mis en examen, mais surtout mis sur écoute, géolocalisé en temps réel. Est-ce que ce sont des pratiques acceptables? Ah non, à mon avis, ce sont des pratiques totalement inacceptables. Vous savez, le problème des écoutes des avocats est un vieux problème. Hein. C'est une vieille manie judiciaire où on ne cesse de protester, de condamner ces pratiques, mais il n'empêche qu'elles reviennent toujours. Alors, elles sont particulièrement graves d'ailleurs dans une affaire qui est quand même une affaire à connotation politique. Et la pratique des écoutes judiciaires d'avocats est formellement condamnée non seulement par les principes, mais par le code. Il est bien évident que la nécessité pour un avocat d'avoir des relations confidentielles avec son client, ça tombe sous le sens. Tout le monde est bien d'accord là-dessus.
Le seul problème, c'est qu'ils essayent de contourner. Alors, la géolocalisation de l'avocat, c'est aussi considéré comme une pratique inadmissible quand elle permet surtout de remonter à certains de ses clients. Ce qu'on appelle les fadettes, vous savez, c'est-à-dire relever les différentes personnes auxquelles les avocats ont téléphoné. C'est également quelque chose qui est formellement interdit, qui est condamné par la loi, qui est condamné par des arrêts de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce qui n'empêche que ça revient toujours. Alors, nous avons une chance quand même dans cette affaire, c'est que les mécanismes judiciaires ont quand même un peu fonctionné dans la mesure où il y a un juge des libertés et de la détention qui a annulé la saisie d'un certain nombre d'objets par le juge. C'était vrai que l'annulation de la perquisition de la saisine des ordinateurs, si j'ai bien compris, d'un certain nombre d'éléments ont été annulés par le juge des libertés et de la détention. Ça, c'est une bonne chose. Mais il n'en reste pas moins que le juge avait pratiqué la saisine de tels objets. Et ça, c'est une atteinte manifeste au principe de la libre défense. Et sur ces écoutes, pas seulement celles des avocats, mais dans ce dossier, le temps d'écoute cumulé ne se compte pas en heures, ne se compte pas en jours, mais en années. 16 années de temps d'écoute cumulé dans le dossier Bure. Écouter autant, ça veut dire quoi selon vous? Alors attendez, ça dépend, il y a plusieurs choses. D'abord, les écoutes téléphoniques sont, alors je ne connais pas les arcanes de la procédure, sont limitées dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entendre éternellement quelqu'un. C'est le premier point. Deuxièmement, les écoutes téléphoniques doivent être justifiées. Il y a eu sur cet arrêt, depuis maintenant, ça fait 30 ans, qu'on a fait condamner la France à la Cour de Strasbourg parce qu'elle ne réglementait pas convenablement les pratiques d'écoute judiciaire. Donc là, nous n'avons pas les éléments, mais il est évident que l'écoute téléphonique est considérée comme une atteinte grave à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui certes est permise, mais elle est permise dans de strictes limites qui sont prévues par la loi, et pour des motifs qui sont particulièrement justifiés. Là, je ne peux pas vous dire, ce qu'on peut considérer, c'est que de telles écoutes sont anormales. Et alors, ça, on verra après. Oui. Alors, je profite de vous... Les écoutes de l'avocat sont incontestablement illégales. Ça, il n'y a pas de problème. Mais les écoutes prolongées sur des mois et des mois peuvent également être illégales. En tout cas, elles sont anormales. Effectivement. Et alors, je profite de la situation qui fait que nous nous parlons comme ça par appareil interposé, alors qu'on aurait été ravis de vous accueillir dans nos locaux à Mediapart. Cette situation que nous vivons en ce moment, qui est une situation de confinement et d'état d'urgence sanitaire, je voudrais votre commentaire là-dessus. L'état d'urgence sanitaire va être renforcé, va être prolongé de 2 mois jusqu'en juillet. C'est un régime d'exception qui prévoit notamment de créer un fichier de suivi des personnes contaminées et de leurs contacts. Je voudrais votre commentaire sur cette situation et sur ce régime d'état d'urgence sanitaire. Qui est effectivement une restriction d'une liberté fondamentale, qui est la liberté d'arrêt et venir. C'est une dérogation de la liberté d'arrêt et venir, mais peut être justifiée par le problème de la gravité de l'épidémie. D'ailleurs, chacun le conçoit et on reste chez soi parce qu'il y a l'épidémie et qu'on a envie ni de contaminer les autres, ni de se faire contaminer. On sait qu'on risque ça. Bon. Le problème, c'est cette prolongation. Il faut que ça s'arrête un jour parce que nous avons l'habitude. Nous avons vu récemment, il n'y a pas si longtemps, il y a quand même 5 ans, nous avons vu l'état d'urgence proclamé après les attentats terroristes, et puis après se prolonger. Et pire encore, en 2017, nous savons qu'on a supprimé l'état d'urgence, mais qu'on a intégré dans la loi ordinaire un certain nombre des dispositions de l'état d'urgence. Donc l'État a quelquefois une tendance à avancer. Or, dans la situation actuelle, 2 choses me paraissent graves. D'abord, on ne prévoit pas suffisamment l'obligation absolue de sortir de l'état d'urgence sanitaire et d'abroger à ce moment-là toutes les mesures dérogatoires aux libertés fondamentales qui ont été prévues. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, sur les atteintes aux libertés fondamentales, là aussi, il faut qu'elles soient proportionnées. Or, tout ce qui est des systèmes de traçage
de traçage individuel, d'institution d'une collecte de données personnelles, tout cela me paraît complètement contraire aux principes fondamentaux et je ne peux pas accepter de telles mesures qui ne sont même pas encore très bien caractérisées. C'est-à-dire qu'on nous en menace sans préciser. Le traçage et la collecte des données personnelles dans des fichiers dont on ne sait pas très bien ce qu'ils vont devenir, tout cela, c'est absolument intolérable. Merci Henri Leclerc, ce sera le mot de la fin. Vous êtes avocat et président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Merci, bon courage pour le confinement et à très bientôt. On part en Roumanie et en Allemagne. On en parlait ici il y a quelques numéros, le monde paysan peine en ce moment à recruter son habituelle main-d'œuvre saisonnière, car celle-ci est en grande partie constituée d'étrangers. Or, il est impossible de se déplacer d'un pays à l'autre. Pourtant, malgré la crise sanitaire, des pays riches d'Europe font venir cette main-d'œuvre quand même. Pour en parler, j'accueille Simon Rico. Bonjour Simon. Bonjour. Tu es le correspondant de Mediapart dans les Balkans et tu signes avec Florentin Cassonnet, basé à Bucarest, cet article sur l'Allemagne qui n'a pas hésité pour sa cueillette d'asperges, légumes quasi sacrés, à faire venir des travailleurs de Roumanie et de Pologne. Comment est-ce que c'est possible puisque les frontières sont fermées? Donc oui, ça peut paraître assez surprenant, mais les autorités roumaines, début avril, sur la demande du gouvernement allemand, ont décidé de prendre en urgence un décret militaire spécial, le décret 7, autorisant le départ des saisonniers roumains pour aller récolter des asperges en Allemagne. D'accord. Et donc, côté allemand, j'imagine qu'il y a eu aussi une réouverture exceptionnelle des frontières, c'est ça? Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avant que Berlin ne fasse la demande à Bucarest, il y a eu un accord, une négociation entre les syndicats d'exploitants agricoles allemands et le ministère de l'Agriculture pour obtenir une réouverture exceptionnelle des frontières, juste à l'attention de ces saisonniers roumains. À ma connaissance, aucune autre nationalité n'est concernée, ni les Polonais, ni les Bulgares. Seul un accord a été obtenu entre Berlin et Bucarest à ce propos. Alors, du coup, ça crée des scènes assez surréalistes en période de confinement. Par exemple, regardons cette photo postée dans un journal local, des milliers de travailleurs saisonniers agglutinés en attendant leur vol. Ça fait peur, en fait, en période de confinement, de voir des gens aussi proches les uns des autres. Oui, effectivement, les images des premiers départs des saisonniers roumains le 9 avril ont suscité de très vifs commentaires en Roumanie. On a vu des milliers de personnes agglutinées à Bucarest, mais aussi à Cluj, là où a été prise la photo que vous présentez. Des milliers de personnes ont été bloquées pendant plusieurs heures, agglutinées les unes contre les autres, certaines portant des masques, d'autres non. En confinement, au moment où le pays combat l'épidémie de coronavirus, c'est apparu comme un véritable scandale, d'autant plus que de nombreux travailleurs saisonniers avaient été acheminés à l'aéroport, venaient d'un des départements, celui de Suceava, qui est le principal foyer épidémique du pays et qui était censé être en isolement total. Donc, en fait, ça fait une sorte de propagation en chaîne. Et là, on se rend donc bien compte que l'argument économique dans ce pays assez pauvre de l'Union européenne balaye d'un coup l'exigence de protection sanitaire. Oui, effectivement, ça vient rappeler à quel point ces travailleurs sont des travailleurs de seconde classe, comme on l'a beaucoup entendu à ce moment-là. Ceux qui sont partis en Allemagne sont les plus précaires, les plus fragiles, ceux qui n'avaient pas d'autre choix que de repartir, tout simplement parce qu'en Roumanie, il y a une protection sociale minimale. Malgré la croissance économique qui est l'une des plus fortes de l'Union européenne, la pauvreté reste massive dans le pays, avec plus d'un tiers de la population menacée d'exclusion et ces travaux saisonniers en Allemagne, mais aussi au Royaume-Uni, qui est l'autre pays qui a fait venir des travailleurs saisonniers pendant le confinement, viennent rappeler que ce travail des saisonniers roumains est essentiel pour faire tourner l'agriculture en Allemagne, au Royaume-Uni ou même en Italie, mais aussi que ces travailleurs roumains ont besoin de partir parce que c'est leur gagne-pain d'une année qui se joue pendant ces saisons-là. Et dans tout ça, l'Allemagne ne semble avoir eu aucun scrupule. Est-ce qu'on sait au moins si ces travailleurs sont bien protégés, s'ils ont des masques?
Alors oui, théoriquement, ces travailleurs sont censés être bien protégés. On est censé leur distribuer des masques. On est censé aussi les héberger dans des logements particuliers, hein, avec des chambres par famille ou des chambres individuelles. Or, en réalité, plusieurs médias allemands ont montré que ces règles de distanciation sociale n'étaient pas respectées. On a même assisté à un reportage de Panorama, la célèbre émission d'enquête de la télévision publique allemande, qui montre des Roumains logés dans des pièces très exiguës de préfabriqués. D'ailleurs, preuve, s'il en était besoin, c'est qu'un de ces travailleurs saisonniers roumains est mort pendant le week-end de Pâques. Lui était arrivé avant la fermeture des frontières en Allemagne, donc le 20 mars. Et malgré sa mort, la récolte a continué dans l'exploitation qu'il employait. Une situation dont l'Union européenne ne peut certainement pas se satisfaire. Merci Simon Rico, tu es le correspondant de Mediapart dans les Balkans et on lit ton article écrit avec Florentin Cassonnet dans Mediapart. La minute détente nous est offerte par une chanteuse qui fait tout elle-même ses propres clips PR2B pour Mediapart. Bonsoir, c'est PR2B pour Mediapart. Et hier soir, j'ai fui au milieu de la soirée. Tu étais là avec tes amis branchés et il faisait noir dans mes yeux. Il était trop tard pour te parler. Tu avais les yeux qui brillaient de l'assurance de ceux qui jouissent d'une place d'importance en lice pour l'espoir de n'avoir plus aucun cauchemar. J'avais ma robe couleur de spleen et vert jean. Il ne fallait rien pour me parler ni pour m'aimer. Tu as tourné les yeux et puis tu m'as aperçu faire de mon mieux pour m'échapper à la vue de tous les regards, imbibé d'une vodka du soir, triste à pleurer. Il ne fallait pas me trouver un peu jolie dimanche soir dans une rue à minuit quand tu avais tremblé. Et puis je t'avais embrassé sans réfléchir. J'avais ma robe couleur de spleen et vert de jean. Nous avions tout pour nous aimer, même en secret. Des pénuries de médicaments dans les hôpitaux, pénuries de sédatifs, d'antibiotiques, d'anesthésiants, parfois de molécules aussi simples que le paracétamol. La crise sanitaire a prouvé l'incurie du gouvernement en ce qui concerne la préparation globale face à ce coronavirus, mais elle a aussi prouvé autre chose, notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Ces masques qu'on n'a pas acheminés par pont aérien depuis la Chine, et donc ces médicaments qui viennent à manquer alors que la France semble avoir abandonné dans ce domaine aussi
toute politique industrielle ambitieuse. Une autre politique du médicament volontariste au service de la réduction des inégalités de santé est possible. C'est le credo de nos deux invités du jour en pleine crise sanitaire, deux activistes, deux experts du médicament, Pauline Londex et Jérôme Martin. Rosen Le Saint, tu es journaliste pour Mediapart. Tu vas passer cette demi-heure avec nous. Bonjour. Rosen, peux-tu nous présenter nos invités qu'on salue? Oui, alors Pauline Londex, bonjour. Vous êtes l'ancienne vice-présidente d'Act Up Paris, association de lutte contre le sida, et Jérôme Martin, bonjour. Vous êtes l'ancien président d'Act Up Paris, et en juin 2019, vous avez créé tous les deux l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Son but, demander des comptes au gouvernement et à l'industrie pharmaceutique sur l'investissement des pouvoirs publics dans la recherche sur les nouveaux médicaments, la distribution des traitements et puis la fixation des prix des médicaments. Alors, Pauline et Jérôme, première question assez basique finalement. Quelle est l'ampleur actuelle de la pénurie de médicaments en France qu'a révélé cette crise sanitaire et quels sont les médicaments pour lesquels ça tire particulièrement, où il y a eu lieu, il y a peut-être encore lieu actuellement d'être particulièrement inquiet? Je ne sais pas qui veut commencer. Jérôme, vas-y. La pénurie actuelle, dans la conjoncture du Covid, elle concerne principalement des médicaments de réanimation, de soins palliatifs, de gériatrie. Ça donc concerne des hypnotiques, des sédatifs, comme le midazolam, qui est la molécule de référence utilisée notamment en réanimation. Ça concerne des curares qui sont indispensables pour les intubations ou encore pour les opérations chirurgicales. Ça concerne certains antibiotiques et comme vous l'avez indiqué, par contre-coup, en fonction des moments, il peut y avoir aussi des tensions sur simplement le paracétamol, mais aussi sur des médicaments comme le Kaletra, qui est une combinaison d'antirétroviraux utilisés dans le cadre de l'infection à VIH et qui est actuellement utilisé dans le cadre d'essais thérapeutiques contre le virus du Covid. C'est ainsi, par exemple, qu'à Amiens, un essai a été retardé de plusieurs semaines parce qu'il manquait de ce médicament-là. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est vraiment pas nouveau, cette question des pénuries. Bien sûr que oui, la conjoncture mondiale explique en partie l'explosion du phénomène, mais qu'on est passé de 44 pénuries référencées par l'ANSM, enfin par les services de l'État en 2008, à 868 situations de rupture d'approvisionnement en 2018, en moins de 10 ans. Donc, c'est pas que le Covid, c'est pas que la crise sanitaire actuelle qui peut expliquer les pénuries. Alors justement, Pauline Landais, comment on explique ça? Le chiffre que Jérôme donne est assez frappant, hein, vraiment des difficultés en une décennie qui ont vraiment augmenté en termes de pénurie. Comment on explique, évidemment, toujours cette question assez basique, comment on explique que la 7e puissance mondiale est aujourd'hui cette diversité de pénuries dans toutes sortes de médicaments assez différents? Alors, en fait, la France les firmes pharmaceutiques, notamment les firmes pharmaceutiques qu'on qualifie de françaises comme Sanofi, les multinationales ont délocalisé la production de matières premières et de médicaments déjà depuis pas mal d'années. Donc, depuis une ou deux décennies, on a une production de matières premières qui est concentrée en particulier en Chine et en Inde, mais pas uniquement, mais principalement. En fait, on se rend compte que la production des médicaments a été complètement externalisée à la France pour des raisons de rentabilité, de coût de production, de volume de production. Donc, pour toutes ces raisons, les firmes pharmaceutiques ont préféré sous-traiter ou en tout cas produire ailleurs qu'en France. En fait, on se rend compte que cette crise sanitaire nous permet de réaliser à quel point nous sommes dépendants d'un marché du médicament qui est en fait vraiment axé autour de l'offre et la demande. Et donc, les firmes pharmaceutiques, en fait, produisent les médicaments comme des produits comme les autres. Et alors, c'est vrai que la Chine a été frappée avant l'Europe par cette crise du Covid-19. Ces chaînes de production d'usines de médicaments ont été mises à l'arrêt. On avait des éléments qui permettaient d'anticiper les risques de pénurie de médicaments vitaux pour lutter contre le Covid-19. Vous avez commencé à tirer la sonnette d'alarme assez tôt. Comment le gouvernement a réagi quand vous les avez alertés sur ce sujet? Alors, on a alerté le gouvernement. En fait, il faut bien comprendre que donc, les praticiens hospitaliers de l'AP-HP nous ont contactés, l'Observatoire, il y a plus d'1 mois et demi maintenant, en nous disant, voilà, on est vraiment à court de médicaments, le midazolam dont Jérôme a parlé ou les curares,
il nous reste quelques jours de stock, on est très inquiet, on va avoir du mal à prendre en charge les patients. C'est une situation assez dramatique. Donc nous, on a entendu bien sûr leur appel. On s'est dit que c'était quand même grave que des praticiens hospitaliers se tournent vers nous pour nous alerter. Ça voulait dire qu'ils n'avaient absolument aucune réponse satisfaisante du gouvernement. Donc nous avons décidé tout de suite de communiquer sur le sujet pour interpeller donc le gouvernement. Nous avons dans un premier temps écrit au gouvernement en leur proposant d'ailleurs notre aide, puisque on connaît un certain nombre d'experts qui peuvent identifier les producteurs de matières premières des médicaments en question, ce qui permet, par exemple, dans une situation comme celle-ci, d'importer directement de la matière première et de produire le produit fini en France, donc ce qui aurait pu peut-être nous sauver à court terme. Donc, nous avons proposé tout ça au gouvernement et nous n'avons eu aucun retour, absolument aucun retour. Et alors, c'est vrai que cet expert, notamment Andrew Hill, dont vous parlez et que vous avez mis en relation avec le gouvernement, a créé un système qui permet d'identifier les matières premières des médicaments manquants. Il a proposé son aide au gouvernement. Le gouvernement britannique, lui, a saisi la perche et a utilisé son expertise. En France, non. Plus largement, vous dénoncez le manque de consultation des représentants de la société civile dans cette gestion de la crise sanitaire. Et d'ailleurs, Jean-François Delfrécy lui-même, le président du conseil scientifique aussi, comme l'a révélé Mediapart. Dans quelle mesure le gouvernement se prive-t-il ainsi d'expertise pour l'aider à résoudre cette crise alors ? Parce que, en fait, votre question est tout à fait pertinente dans la mesure où le gouvernement, en fait, on est sur une question qui est quand même nouvelle pour des pays industrialisés comme la France. C'est-à-dire que, bon, la question du médicament, bien sûr, n'est pas une question nouvelle, mais la question de l'approvisionnement, c'est-à-dire retracer toute la chaîne de production du médicament, est quelque chose que les autorités sanitaires en France n'ont pas l'habitude de faire, puisqu'on a l'habitude d'acheter des médicaments en produits finis dès qu'on en a besoin, et ça fonctionne comme ça. Donc nous, ce qu'on leur a proposé, c'est de mettre au service notre expertise qu'on a, expertise acquise, notamment en travaillant dans les pays du Sud, qui, eux, ont dû se poser cette question, ont été confrontés à cette question d'approvisionnement, de source d'approvisionnement en médicaments et en matières premières depuis longtemps. Donc, il paraît logique dans une situation comme celle-ci que le gouvernement, peut-être, en tout cas, il paraît logique que le gouvernement doive s'ouvrir à des expertises autres qu'il n'a peut-être pas l'habitude, de consulter. Et donc, c'est ça qui nous a paru vraiment dommage, c'est-à-dire qu'il ne saisisse pas cette opportunité. Et peut-être pour compléter sur ça, ça me paraît très important de rappeler que le gouvernement nous connaissait déjà. Oui, c'est-à-dire qu'on a proposé au mois d'automne, à l'automne dernier, dans le cadre du projet de loi de financement de sécurité sociale, un certain nombre d'amendements qui ont été repris notamment par la France Insoumise, mais aussi en deuxième lecture par la République En Marche. On a été reçu par le cabinet d'Agnès Buzyn, qui travaillait à ce moment avec le rapporteur du projet de loi de financement de sécurité sociale, sur des amendements qui proposaient notamment que l'on fasse toute la transparence sur l'origine des matières premières, des principes actifs, sur l'état des stocks, ce seraient des informations qui nous seraient très, très utiles. Le gouvernement a déjà à l'époque refusé et le rapporteur, Olivier Véran, avait refusé à ce moment-là des dispositions qui auraient été extrêmement utiles au démarrage de la crise. C'est-à-dire que la pénurie, elle est connue au moment, et elle est plus que connue au moment où la crise du coronavirus existe, puisqu'il y a eu des discussions parlementaires, que des amendements que vous et d'autres ont pu proposer pour améliorer la situation en termes de pénurie ont été rejetés. Donc ça, c'est hyper important à dire. Ça veut dire que, de fait, tous les éléments étaient sur la table. C'est-à-dire, quand on parle des masques et des tests, finalement, il y a une autre défaillance qui est celle-là. Rosane l'a dit, face à cette situation, vous avez tenté d'alerter, mais vous avez fait plus que ça. Vous avez saisi le Conseil d'État pour demander des réquisitions nécessaires face à la pénurie de matériel et de médicaments. Donc, quelle a été la réponse et quelle a été plus largement la réponse du gouvernement face à cette question qui pose la question des réquisitions, pose la question de notre souveraineté et puis de l'intervention de la puissance publique en cas de crise. Donc, quelle a été la réponse? Est-ce que la réponse, c'est de dire non, on ne va pas entraver les règles du marché parce que même s'il y a une crise sanitaire telle que celle-là, on ne va pas changer les règles fondamentalement du marché? Alors,
peut-être sur ça, la réponse du Conseil d'État il y a un mois a été de dire que l'action gouvernementale était suffisante et le Conseil d'État se fondait simplement sur des déclarations d'un certain nombre de représentants du gouvernement. Or, c'est un peu compliqué puisque ces déclarations elles sont extrêmement problématiques. Le 28 mars, en conférence de presse, le gouvernement, et notamment Édouard Philippe, reconnaît la gravité des pénuries, reconnaît des tensions, reconnaît le caractère mondial de la demande, reconnaît la dépendance de la France, donc il reconnaît tous les problèmes, mais dit ensuite, nous procéderons à des réquisitions uniquement quand nous aurons le sentiment que c'est nécessaire. Et c'est assez compliqué puisque, qu'est-ce que c'est que le sentiment d'Édouard Philippe s'il se coupe totalement, comme ça a été rappelé tout à l'heure, de la société civile, des experts de terrain. Pauline a indiqué tout à l'heure, il a quand même fallu que des soignants de l'AP-HP se tournent vers nous, association de bénévoles, pour être entendus de l'État, parce que dans un premier temps, le gouvernement refusait de prendre leur alerte au sérieux. On a donc là quand même un immense dysfonctionnement qui rend cette histoire de sentiment d'Édouard Philippe extrêmement inquiétant. Et donc les mesures du gouvernement, les réponses du gouvernement, c'est de faire confiance dans le marché, de faire confiance dans la bonne volonté des industriels du médicament et de se contenter ensuite de gérer la pénurie en avalisant des procédures qui rabaissent le standard des soins et en procédant à une répartition nationale des stocks, c'est-à-dire à déshabiller tel service pour essayer de rhabiller à tel moment, donc une gestion à très très court terme qui ne peut pas tenir. Ça ne peut d'autant moins tenir qu'en fait, même si là on nous parle du déconfinement, de sortie de crise, de plateau, d'entrée dans les hospitalisations, etc., et tant mieux, il faut vraiment, nous on est convaincus qu'il va y avoir une deuxième vague rendu très très probable par les erreurs de gestion du gouvernement, le manque de masques, de dépistage. Cette deuxième vague peut à nouveau encore toucher la Chine et l'Inde, donc bloquer les exportations. Il va y avoir dans les services hospitaliers le retour de patients dont les interventions chirurgicales ont été reportées dans le cadre du Covid, qui n'étaient pas urgentes et qui deviennent urgentes. Il va y avoir toute une série, voilà, donc un nouvel afflux qui risque à nouveau de recréer des tensions. Donc les causes sont structurelles, elles ne s'expliquent pas uniquement que par la conjoncture. Si rien n'est fait là, l'urgence va se renouveler et ça risque d'être encore plus terrible que les tensions qui ont pu être connues au mois d'avril. Et quels sont les pays justement qui ont pris des mesures de réquisition de l'appareil de production de médicaments autour de nous pendant cette crise sanitaire? Alors, il y a l'Espagne et l'Allemagne qui ont décidé assez tôt de réquisitionner. Je pense notamment à l'Allemagne sur la question des diagnostics, des tests. Ils ont réquisitionné Bosch, l'entreprise Bosch, et on voit que l'Allemagne a quand même mieux géré les questions de diagnostic et de tests que la France. Ils ont pu réaliser beaucoup plus de tests et ce, assez rapidement. En fait, les réquisitions leur ont permis à ces pays d'être beaucoup plus réactifs. C'est-à-dire, bien sûr, on ne pouvait peut-être pas anticiper l'ampleur de cette crise, mais les réquisitions et les mesures qui ont été prises il y a plus d'un mois et demi par certains pays ont permis de limiter, on va dire, l'ampleur de cette crise et d'y répondre d'une façon un peu meilleure que ce qui a été fait ici. Au-delà de la responsabilité du gouvernement que vous avez pointé, quelle est la responsabilité de l'industrie pharmaceutique finalement dans cette pénurie de médicaments à répétition? Alors, l'industrie pharmaceutique est de moins en moins intéressée par produire ces médicaments. Pourquoi? Parce que ce sont des médicaments qui ne sont plus sous brevet depuis longtemps. Donc, forcément, l'industrie préfère produire des médicaments qui vont lui rapporter plus d'argent. Ce qui nous a particulièrement choqués dans cette crise, c'est de voir que les entreprises du médicament ont saisi l'opportunité de cette crise pour essayer d'obtenir des prix plus élevés sur ces vieux médicaments. C'est-à-dire qu'il y a une forme de chantage qui est exercée par les entreprises du médicament, de dire oui, on veut bien relocaliser, mais bon, quand même, les prix des médicaments, notamment ceux qui sont utilisés en réanimation que Jérôme a cité tout à l'heure, ceux-là, il va falloir quand même réfléchir au prix parce que ça ne nous intéresse pas de les produire pour ces prix-là. Il faut quand même préciser que ces médicaments-là, qui peuvent coûter 1 euro la boîte, 2 euros la boîte, je pense au paracétamol, rapportent quand même énormément d'argent aux producteurs de génériques. Donc là, on a quand même des marges qui restent très importantes et très intéressantes pour des producteurs de génériques. Je pense que ce que tout cela montre, c'est l'illégitimité des prix des médicaments, des autres médicaments qui sont vendus à notre système de santé et à l'assurance maladie extrêmement cher. Je pense par exemple au traitement contre l'hépatite C qui est toujours actuellement vendu, je crois, pour 36 000 euros. Maintenant, le traitement, avant, c'était 56 000 euros, alors que le coût de production est estimé à moins de 100 euros et que dans ces 100 euros, on a déjà une marge assez importante qui est incluse dans la méthodologie. Là où je veux en venir, c'est que cette crise révèle l'illégitimité des prix des médicaments et donc de ce que l'assurance maladie
remboursent pour de nombreux médicaments. Et on voit que malheureusement, les entreprises du médicament ne sont intéressées que par le profit. Donc nous, notre réponse, c'est bon, si ça ne vous intéresse pas de produire ces médicaments, si les médicaments de réanimation ne vous rapportent pas suffisamment d'argent, voilà une raison supplémentaire pour que ce soit la puissance publique qui produise ces médicaments dont nous avons besoin parce que nous ne pouvons pas nous permettre des pénuries de ces médicaments. Comment vous imaginez les choses justement? Comment concrètement on pourrait faire pour restaurer ce que j'appelle, enfin je ne sais pas si c'est le bon terme, mais une souveraineté sanitaire, c'est-à-dire s'il y a des médicaments nécessaires que les laboratoires ne veulent plus produire, comment on les produit, quelles sont les pistes? Est-ce qu'il y a déjà finalement, on parlait d'exemples étrangers pour les réquisitions, est-ce qu'il y a d'autres exemples étrangers de pays qui récemment, peut-être dans cette dernière décennie, ayant vu les pénuries ça ou là, ont décidé de se réarmer pour être efficaces? Alors, je pense à un pays comme le Brésil qui, depuis 20 ans, a développé une politique publique très ambitieuse du médicament en disant, nous, on ne veut plus importer de médicaments. Les produits de santé, on veut en importer le moins possible. Donc, eux, ils ont décidé de produire des médicaments, des matières premières de médicaments et des réactifs et des matières premières de réactifs pour les diagnostics. C'est un pays qui, grâce à ça, a réussi vraiment à obtenir une sorte d'autonomie sanitaire qui est assez extraordinaire. Et donc, je pense au Brésil, je pense aussi à la Colombie qui a décidé il y a peu d'avoir une politique industrielle sur les produits de santé assez ambitieuse. Voilà, différents pays qui ont cette politique. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de production de médicaments encore, en tout cas en comparaison avec un pays comme la France. Donc oui, je pense qu'il y a un certain nombre de pays se rendent compte de l'importance de produire localement les médicaments. Il y a également, on peut citer également les pays d'Afrique du Nord. L'Égypte a un producteur qui a produit dans des volumes très importants, y compris la matière première, puis la Tunisie, le Maroc et l'Algérie également. Donc ça se fait, il y a des exemples. Donc on peut se réarmer publiquement, c'est ça qui est intéressant à dire, je pense, dans cette crise, surtout en ce moment, en effet, où on nous dit que rien ne sera comme avant, mais la politique, elle, semble continuer un petit peu comme avant et les solutions aussi. Une petite question sur les... Ça peut même se faire de façon urgente. Pardon Mathieu, ça se fait, mais ça peut se faire de façon urgente. On a par exemple une usine qui a été récemment fermée à Romainville, où donc il y a encore des machines, il y a encore des outils qui pourraient être réquisitionnés de façon extrêmement rapide, adaptés aux besoins, puisqu'il s'agit d'adapter les lignes de production, pour pouvoir produire les médicaments dont on a besoin actuellement. Donc c'est une usine qui produisait quoi? À Romainville, oui. Pardon? Des corticoïdes. D'accord. Et donc, elle pourrait être réactualisée pour aussi produire d'autres choses. C'est ça que vous dites? Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette production de médicaments, on parle de petites molécules, c'est-à-dire issues de la chimie, et c'est quand même des produits de santé assez faciles à produire, comparativement à d'autres produits de santé. Donc, il est possible pour une usine qui produisait des corticoïdes de produire d'autres médicaments issus de la chimie qui sont donc assez simples à produire. Juste une petite question du coup sur les vaccins. Rosen, qui est avec nous, a publié cet article ce week-end sur justement le retard français en termes de vaccins, au sens où la France n'a pas pour l'heure débloqué de budget spécifique pour soutenir la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. Dans cette grande course internationale aux vaccins, est-ce que vous pensez qu'on est déjà à la rue, que la France est déjà sortie de la course pour produire le vaccin qui va nous permettre de sortir du coronavirus? Jérôme, tu veux répondre? Je pense, il y a une première chose, c'est que c'est quand même quelque chose de très particulier de se dire qu'il y aurait une course française ou une course anglaise, etc. Et on est là encore dans des modèles de recherche scientifique qui sont assez compliqués. C'est une crise mondiale, comme l'a été le sida, comme l'a été beaucoup d'autres. Et on aurait besoin d'une collaboration internationale. Et on sait que dans le cadre de la lutte contre le sida, la rivalité dans la découverte du virus, par exemple, et des royalties ont amené en matière de crise sanitaire, puisque c'est quelque chose qui est directement responsable du sang contaminé et du retard de la mise à disposition du dépistage. Donc ça, il y a ce premier aspect. L'autre aspect, je pense, qui est très important en matière de financement de la recherche, du financement public de la recherche, c'est, on l'a évoqué, mais il faut vraiment l'expliciter, c'est le fait que nous sommes dans un système où on paie en fait 2 fois les produits de santé, une fois pour la recherche et une fois dans leur mise à disposition, puisqu'ils sont privatisés. Nous, ce qu'on demande, c'est effectivement de faire très attention à la traçabilité
voilà, être sûr de voir l'argent public qui a été utilisé pour la recherche et le développement, donc argent public en France, argent public européen, mais argent public américain, de façon à être sûr que ce sont nos produits, nos médicaments, et qu'ils ne puissent pas être brevetés et revendus à des prix défiant toute concurrence. Sinon, ça voudrait dire qu'on continue à payer les choses 2 fois. Et alors, avant même la crise sanitaire, vous vous êtes allié au collectif de soignants qui réclament davantage de moyens et de personnel, les collectifs interurgences et interhôpitaux notamment. Qu'est-ce qui vous réunit? Que dénoncez-vous en commun finalement alors? Je peux prendre la réponse, c'est la suite de ce que je viens d'indiquer, c'est que toutes nos dépenses de santé depuis plusieurs décennies sont de plus en plus tournées vers des dépenses indues, vers ces médicaments dont on a déjà financé la recherche et dont on nous demande de payer à nouveau le remboursement via l'assurance maladie. L'exemple le plus frappant ces derniers mois, c'est le Zolgensma, cette thérapie génique brevetée par une filiale de Novartis qui a pourtant été développée avec l'argent public de l'INSERM et avec l'argent de la générosité public du Téléthon. Comment peut-on être amené à payer maintenant 2 millions d'euros une injection d'un produit qui a été déjà dépensé par le public? Donc, les exemples, on peut les multiplier. Vraiment, sur Sanofi, il y en a énormément. Sanofi qui veut breveter l'insuline, une molécule qui existe déjà depuis près d'un siècle, qui veut breveter une combinaison d'antituberculeux tombés dans le domaine public depuis pas longtemps et dont l'intérêt combiné a été prouvé par, là encore, de l'argent public international. Donc, ce modèle-là où on rend public le risque et l'investissement, mais où on privatise tous les profits, il épuise totalement nos dépenses de santé. D'où les discussions à n'en plus finir sur « ah là là, le trou de la sécu, ah là là, les dépenses, il faut de l'austérité, il faut de l'austérité ». Mais si jamais on ne pose pas le vrai problème, à savoir est-ce qu'on paie bien et à un juste prix le prix des médicaments, jamais on ne sortira de ce cercle vicieux en nous disant le trou de la sécurité sociale. Donc le lien avec le collectif interhôpitaux, interurgences qui travaille sur les questions des moyens à l'hôpital public, il est totalement logique puisque c'est bien nous, le constat qu'on fait et la demande qu'on fait de transparence, elle vise aussi à réinfléchir les dépenses de santé publique, qu'on cesse de nous dire il y a trop de dépenses de santé, mais qu'on dise on dépense mal, cessons de dépenser pour les profits des actionnaires 4 milliards de dividendes Sanofi. Sanofi s'apprête en pleine crise du coronavirus et alors qu'on manque de médicaments, Sanofi qui nous dit on n'a pas les moyens de réorienter la production en France, il faut que vous nous aidiez plus, reverse 4 milliards d'euros à ses actionnaires. Et pendant ce temps-là, il a fallu que les urgentistes fassent grève pendant 6 mois pour un premier geste qui était de 75 millions d'euros de la part de l'industrie pharmaceutique. 75 millions d'euros, c'est la moitié de ce que la France donne au titre du crédit impôt recherche à Sanofi depuis 10 ans. On donne 150 millions d'euros à Sanofi, alors même que Sanofi, depuis 10 ans, a licencié les postes de chercheurs et abandonné des pans entiers de recherche. Donc, quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il faut vraiment se dire, oui, parce que tout l'argent est parti pour Sanofi et pour les autres industriels qui sont incapables de nous fournir les médicaments en situation de pénurie, qui sont incapables de répondre aux besoins de la population. J'ai une petite question pour terminer, parce qu'on approche de la fin de ce débat, malheureusement, qui est très intéressant. Et ça concerne finalement une question. On reçoit beaucoup de mails sur la boîte d'Alert Libre de l'émission, mais également on voit bien sûr ça sur les réseaux sociaux énormément, y compris quand on fait des articles là-dessus. Il y a beaucoup de questions, on le sait, d'interrogations des abonnés, de tout le monde, autour de la question de l'hydroxychloroquine, donc le traitement qui est avancé par le professeur, avancé et pratiqué par le professeur Raoult à Marseille, mais également utilisé par certains hôpitaux, très bien dosé et de façon un petit peu discrète, pour le traitement du coronavirus. Qu'est-ce que vous qui dénoncez l'influence néfaste des laboratoires, qui parfois les conflits d'intérêts justement dans l'industrie du médicament, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce que finalement, les gens qui défendent, qui se disent parfois que l'hydroxychloroquine pourrait être la réponse, ils le font parce qu'ils disent oui, c'est parce que les labos n'en veulent pas, c'est parce que les labos sont trop puissants, les labos sont trop influents, et donc du coup on ne veut pas de ce traitement. Ça m'intéresse d'avoir votre regard sur ce sujet pour conclure. Peut-être pour commencer en tout cas à répondre à cette question, je pense qu'il faut rappeler, la recherche, il faut de la recherche. Il faut de la recherche avec des principes éthiques, avec des principes méthodologiques, parce que c'est une question éthique de faire de la recherche avec des principes méthodologiques. On ne peut pas mettre en danger les personnes, il faut respecter un certain nombre
de méthodologie et on voit bien qu'autour de la chloroquine, il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements. Je tiens quand même à préciser une chose, c'est que le professeur Raoult a des conflits d'intérêts avec Sanofi. Il faut quand même le préciser. Je pense que c'est important de le préciser. Peut-être Jérôme, tu veux continuer à compléter cette réponse? Oui, c'est ce que l'on peut vraiment craindre. D'une part, l'hydroxychloroquine, en soins de dernier ressort face à une urgence, il est éthiquement possible qu'un médecin puisse le donner. Donc moi, je ne comprends même pas où est le problème. L'enjeu, il est celui d'une recherche et d'une recherche éthique où on a besoin d'informations et ça, le professeur Raoult n'a pas rempli ces conditions-là. L'autre aspect éthique, c'est qu'on est en train de promouvoir une molécule dont on n'est pas sûr de l'intérêt dans le cas de la crise sanitaire, alors que la matière première peut servir pour des malades du paludisme notamment. Donc quand on a vu le problème de la pénurie, on est en train de créer en fait des espoirs avec des stocks aux États-Unis depuis un mois notamment, des stocks ont été beaucoup faits, qui créent des tensions sur les médicaments qui vont être utiles de façon avérée pour des malades du palu. Donc là, il y a une éthique au niveau international et un problème de répartition qui nous rappelle vraiment la question des inégalités de l'accès en santé dans un système injuste. Et enfin, comme l'a rappelé Pauline, l'hydroxychloroquine en France, c'est Sanofi. Donc, nous faire croire que tout d'un coup, la production de l'hydroxychloroquine, ça serait un petit laboratoire de gens gauchistes qui veulent le bien de la planète, c'est quand même une vaste blague. Et j'ai cité les exemples. On est particulièrement ici dans un truc où il faut être vigilant. Il faut absolument qu'il y ait une traçabilité de l'argent public qui a été utilisé pour tester l'hydroxychloroquine de façon à empêcher Sanofi de vouloir breveter rebreveter une molécule, de continuer de prolonger son brevet dans une nouvelle indication, alors même que cette nouvelle indication, si c'est avéré que c'est bon, aura été prouvée par de l'argent public. Et Jérôme, juste pour compléter ce que tu dis sur cette traçabilité, etc., ça s'applique aussi pour tous les autres candidats à traitement et candidats vaccins, etc. On voit qu'il y a déjà des tentatives des laboratoires sur d'autres molécules de les rebreveter pour des seconds usages, comme on dit. Donc, donc il va falloir qu'on soit très vigilant sur la traçabilité, sur la transparence autour de l'argent public qui a été investi en France et aussi dans d'autres pays pour le développement de ces médicaments. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à vous. Rosen, on te retrouve très vite sur Mediapart et on te lit en ce moment sur Mediapart avec ce très bon article sur les vaccins paru ce week-end. Pauline Londex et Jérôme Martin étaient avec nous. Ils sont les cofondateurs de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Je vous invite à retrouver leur blog très complet, leur édition plus exactement très complète sur Mediapart, Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. C'est très intéressant. Merci encore à tous les trois. Pas de confinote aujourd'hui, c'est lundi, mais un nouveau mash-up de notre ami Grégoire Lemant, confiné au Canada, qui nous envoie régulièrement ses productions sonores, des mariages sonores entre deux chansons. Cette fois, On a Plane de Nirvana et Talking About a Revolution de Tracy Chapman. On écoute. Start this off without any words. I got so high that I stretched till I led. Love myself better than you. I know it's wrong, so what should I do? The finest day that I ever had is when I learned to cry on command. Love myself better than you. You know it's wrong, so what should I do? Oh, I'm on a plane, I can't complain. Oh, I'm on a plane, I can't complain. Oh, I'm on a plane, I can't complain. Merci Grégoire Lemant. Mathieu, on se voit demain. À demain.
À demain, à distance bien sûr. Vous, bien, on espère que vous serez aussi là pour regarder À l'air libre. N'hésitez pas à nous écrire alairlibre@mediapart.fr. N'hésitez pas à partager l'émission sur vos réseaux. Vous savez qu'elle est en accès libre. Mais pour nos autres reportages et enquêtes, abonnez-vous. Notre existence et notre indépendance en dépendent. Bonne soirée à toutes et à tous.